Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, des représentants aussi, je crois, des ambassades, il y en a quelques-uns et quelques-unes, chers étudiants de notre académie, et évidemment aussi chers participants en ligne qui participaient ce soir à notre conférence. Bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand plaisir et honneur pour moi de vous accueillir ce soir pour cette conférence avec professeur Julien Navarro, avec le titre « Crise de la diplomatie ou crise de l'intégration, l'Union européenne à la veille des élections 2024 ». Professeur Navarro est chargé de recherche en sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Il est aussi professeur à notre académie diplomatique depuis plusieurs années, exactement depuis 2014 jusqu'à 2022. Il a dirigé la chaire francophone de sciences politiques en études européennes et internationales. Ses recherches s'inscrivent dans le champ des études sur l'Union européenne, les pratiques parlementaires et les élites politiques. Elles ont fait l'objet de publications dans la Revue française de sciences politiques, dans la Revue internationale de politique comparée et dans le Journal of Legislative Studies. Dans le cadre de Reconnect, projet de programme Horizon 2020 de la Commission européenne, professeur Navarro coordonne le Work Package 6 Practices of Democracy. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction, comme j'ai nommé, de la Revue internationale de politique comparée. Il enseigne la science politique, les études européennes et les relations internationales à Lille donc, et chez nous à Vienne. Nous sommes vraiment particulièrement heureux de vous accueillir ici à notre académie à nouveau, professeur Navarro. Je propose donc ce soir que nous commençons avec la conférence et professeur Navarro va nous parler environ une vingtaine, trentaine de minutes, à la suite de laquelle je lui poserai quelques questions et après, évidemment, aussi, nous serons heureux si vous pourriez répondre aux questions du public ici dans la salle. La parole est à vous. Merci Madame Schubert, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Et c'est un peu particulier parce que, comme vous l'avez dit, j'ai pendant plusieurs années animé la chaire francophone de sciences politiques ici. Et ça consistait notamment à organiser des conférences. Donc, j'en ai organisé quelques-unes, j'ai eu quelques invités, y compris d'ailleurs sur des thèmes pas très éloignés de ceux dont je vais parler ce soir. Et puis voilà, là je me retrouve à devoir moi parler. Et donc c'est un nouveau défi que j'aborde avec beaucoup de plaisir. Donc je vais évidemment revenir sur le thème et l'intitulé de cette conférence qui porte, vous l'aurez compris, sur notamment, ou qui met en perspective les prochaines élections au Parlement européen. Puisque le sous-titre, c'est l'Union européenne à la veille des élections de 2024. Alors, si vous êtes un peu attentif, il ne vous aura pas échappé effectivement que ces élections elles auront lieu donc entre le 6 et le 9 juin pour l'élection directe des 720 députés qui constituent le Parlement européen. Je n'ai rien dit là de très original, je crois. Et j'espère ne rien vous avoir appris, sinon, effectivement, la conférence est plus que nécessaire. Maintenant, si on en venait à se demander quels sont les enjeux qui entourent ces élections, quels sont les débats à l'approche de ces élections, quels sont les protagonistes même de ces élections. Ça, c'est une question un peu plus difficile. Et je dois dire que lorsque j'ai imaginé cette conférence, j'espérais avoir un peu plus de choses à vous dire sur ce sujet. Force est de constater, à 6 mois de ces élections, qu'elles ne font pas la une de l'actualité, qu'on en parle finalement assez peu. Alors de temps en temps, voilà, il y a un article qui aborde la nomination de telle ou telle tête de liste, une stratégie des partis, mais franchement, je crois qu'on serait bien en peine de dire quels en sont exactement les enjeux. Juste pour illustrer mon propos, je vérifiais encore une fois tout à l'heure, quand vous allez sur le site internet du Monde, quotidien un peu connu en France,
et que vous regardez les différentes rubriques qui existent sur les thèmes d'actualité, vous pouvez faire la vérification, eh bien, vous avez bien sûr la guerre en Ukraine, vous avez, depuis quelques semaines, malheureusement, le conflit israélo-palestinien, vous avez des questions plus franco-françaises, c'est bien normal. Vous avez les JO, les Jeux Olympiques de 2024. En revanche, vous n'avez pas les élections au Parlement européen. Ça, ce n'est pas un sujet, si vous voulez, à la hauteur des punaises de lit, par exemple, pour ceux qui connaissent l'actualité française. Du coup, c'est vrai que l'Europe, elle est bien en arrière-plan de tout un tas de questions et de débats, mais ça reste un objet qui est quand même un objet politique assez difficilement saisissable. Et le constat que j'ai fait en préparant cette conférence, c'est qu'il allait m'être très difficile de vous parler des prochaines élections au Parlement européen. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi ça m'est difficile. D'accord ? Et puis peut-être que dans le jeu des questions-réponses, on parlera véritablement de ces élections à venir. Mais en réalité, ce que je voudrais essayer d'analyser avec vous, ce à quoi je voudrais réfléchir, c'est précisément pourquoi ces élections elles ne sont pas plus visibles, et surtout pourquoi on a quand même un sentiment persistant d'un malaise, d'un problème constitutif, je dirais, avec l'Europe, avec l'Union européenne, avec la construction européenne. Pourquoi toujours ce sentiment qu'il y a un peu une atmosphère de crise, un problème, si vous voulez, qui existe. Et je reviens au titre de ma présentation. Le titre suggère deux hypothèses. Première hypothèse, c'est une crise de la démocratie, une crise démocratique. Deuxième hypothèse, c'est plutôt une crise de l'intégration en tant que telle. Alors, pour vous dévoiler tout de suite ma conclusion, laquelle de ces deux crises me semble être la plus importante? Eh bien, pourquoi choisir entre le fromage et le dessert? Les deux, à mon avis. Et je vais même en rajouter une troisième, si vous voulez bien. Alors, avant de faire ça, je voudrais peut-être donner quelques éléments, un peu de contexte, de rappel, en fait des choses là aussi qui sont très connues, mais faire un peu un état des lieux de l'Union européenne aujourd'hui et notamment depuis les dernières élections européennes, pour se dire où est-ce qu'on en est en fait, à partir d'où est-ce que je parle et à partir d'où est-ce que j'analyse précisément cette situation un peu tendue au niveau de l'Europe. Voilà, donc ça sera mon premier point, quelques observations, remarques, rappels, un tout petit peu dans le désordre, un peu arbitraire aussi, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder, mais la première remarque que je voulais faire à ce niveau-là, c'est que l'Union européenne, elle va de crise en crise. Alors, avant même de parler des élections de 2014, il y a eu, il y a maintenant un certain temps, la crise des subprimes, qui a entraîné une crise économique et financière, qui a créé d'énormes problèmes au niveau européen. Il y a eu la crise dite migratoire, notamment en 2015. Il y a eu ensuite le Brexit, évidemment, grande question pour un processus comme le processus d'intégration européenne. Donc, tous ces éléments laissaient penser, il y a 5 ans, que vraiment, les élections européennes se présentaient très très mal. D'accord ? Et un élément pourtant plutôt positif et tout à fait notable des élections de 2019, c'est la hausse assez spectaculaire de la participation aux élections au Parlement européen. La participation aux élections au Parlement européen, depuis les premières élections, en 1979, elle n'avait cessé de décliner. Pour la première fois, donc, on a une hausse de 8 points, ce qui fait que la participation elle a atteint 50,7% en 2019, ce qui est, encore une fois, comparativement un résultat étonnant. Il y a d'autres éléments de politisation qui ont peut-être été moins satisfaisants pour les acteurs politiques. Je pense par exemple à la question de la manière dont s'est passée la désignation et l'élection de la présidente de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y avait tout un mécanisme qui avait été imaginé permettant justement d'identifier des candidats, les Spitzenkandidaten, pour ces élections au Parlement européen, devant théoriquement permettre aux citoyens de davantage identifier des enjeux, des personnalités. Donc, si vous vous en souvenez, à l'époque, les chefs d'État et de gouvernement, et notamment le président français, n'ont pas voulu suivre ce processus, et finalement, c'est quelqu'un qui n'avait pas été
spécialement pressentie avant les élections, qui a été nommée donc Madame Ursula von der Leyen, qui est arrivée avec le programme et le projet d'une commission géopolitique. Voilà. Donc une grande ambition, une grande ambition, alors qui a connu certains succès, mais en même temps qui s'est aussi heurté à de grandes difficultés. Et je reviens un peu à cette idée qu'on va de crise en crise, parce que là aussi, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu la guerre en Ukraine, et chaque fois, ça vient un peu heurter les agendas, même si, au final, on peut se dire que, si on prend un tout petit peu de recul, il y a des difficultés, elles sont réelles, mais finalement, à chaque fois, on les surmonte. Et voilà, il y a un peu cette idée que l'Union, elle avance à travers les crises. Et donc, voilà, il n'y a pas un effondrement. Encore une fois, on revient au Brexit. On pouvait se dire, voilà, est-ce que c'est le début de la fin du délitement? Je crois qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas de délitement. D'accord. Maintenant, là aussi, pour essayer de peser un peu les choses, qu'est-ce qu'on peut dire du côté des citoyens? Alors, évidemment, là aussi, c'est complexe. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai regardé quelques indicateurs un peu grossiers, mais finalement qui permettent de prendre un petit peu le pouls. Donc, en gros, les enquêtes d'opinion qui mesurent à intervalles réguliers ce que pensent, ce que disent les citoyens de l'Europe, de l'Union européenne, de la construction européenne. On en est où aujourd'hui? Quand on regarde, par exemple, l'indice de confiance, quand on demande aux citoyens, dans les 27 pays, est-ce que vous faites confiance dans l'Union européenne, dans ses institutions? Eh bien, aujourd'hui, on a un niveau de confiance. Alors, pardon, je vais donner quelques chiffres, mais ce qui est important de retenir, c'est l'idée générale, la conclusion que je sors de ces chiffres. Donc voilà, on a un niveau de confiance qui est à 47%, qui retrouve à peu près le niveau de confiance de 2004, donc en gros d'il y a 20 ans, et surtout qui est nettement supérieur au point bas qu'on a atteint dans les années 2012-2013, qui était de l'ordre de 30%. D'accord ? Donc on passe d'un tiers des citoyens qui ne font pas confiance à presque 50%. Et en fait, alors je vais peut-être pas dérouler tous les chiffres, mais vous pouvez vérifier, par exemple, si on demande aux citoyens s'ils ont une image positive, c'est à peu près le même phénomène. Il y avait un point haut il y a une vingtaine d'années, ça a beaucoup baissé il y a 10 ans, et ça remonte pour atteindre des niveaux qui sont plutôt historiquement élevés. Pareil, quand on regarde l'optimisme pour le futur de l'UE, et même si on regarde une politique spécifique qui est celle de l'adhésion à l'euro, est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose, est-ce qu'on est content d'avoir l'euro? Eh bien là, on atteint historiquement le point le plus haut à la dernière enquête, donc Eurobaromètre du printemps dernier. Je pense que la dernière n'est pas encore parue, là l'enquête est en cours. On atteint un niveau d'adhésion à l'euro qui est de 78%, contre 62% il y a une dizaine d'années. Donc tout ça pour vous dire quoi? Dire qu'on a pu craindre une forme de délitement de l'Europe. L'Europe, elle s'est heurtée à un nombre considérable de difficultés, et pourtant, malgré toutes les craintes aussi qu'on peut avoir à la perspective des prochaines élections, et quand on discute et qu'on réfléchit, on se dit « Ah, dans mon pays, c'est peut-être tel parti qui va arriver, qui se présente comme anti-européen, qui remet en cause l'intégration européenne, etc. » Évidemment, on pourra revenir là-dessus par la suite. En tout cas, l'état d'esprit vis-à-vis de l'Europe en tant que construction, en tant que projet, quand on ne rentre pas dans le détail des mécanismes, se situe aujourd'hui, 6 mois avant les élections au Parlement européen, plutôt à un niveau qui est réconfortant, qui est rassurant pour l'Europe. Et juste aussi un tout petit point pour bien préciser les choses, quand on regarde même la confiance dans l'UE, ce qu'on observe, alors ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais je tiens à le souligner, c'est que la confiance dans l'UE, on peut dire « Ah, c'est pas très élevé, 47%, mais en fait c'est quand même nettement plus que dans les institutions nationales. C'est aussi un point qui doit être souligné. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la question de « mais pourquoi malgré tout ce malaise permanent, cette perception qu'il y a une distance entre les citoyens qui ne se reconnaissent pas dans l'Union et une Union qui avance ». Finalement, les observations que je viens de faire, encore une fois un petit peu pêle-mêle, elles recèlent une forme de paradoxe dans le fait que il y a des institutions qui fonctionnent, il y a des citoyens qui semblent adhérer au projet européen, et en même temps, il y a un sentiment de crise, d'insatisfaction, qui a aussi des traductions très concrètes dans les urnes. Et c'est précisément la question que je me suis posée en préparant cette petite présentation.
Et c'est ce qui m'amène à revenir à mes deux hypothèses, d'une crise de l'intégration et d'une crise de la démocratie. Est-ce que finalement, on n'aurait pas quand même quelque chose de l'ordre du consubstantiel dans le projet européen qui nourrirait finalement cette défiance, cette distance et cette difficulté à se reconnaître dans ce projet? Donc, je commencerai par l'idée qu'il y a une forme de crise de l'intégration. Mais encore faut-il comprendre en quoi consiste cette crise et quels en sont les ressorts. Alors, là aussi, je ne prétends certainement pas épuiser le sujet. La question de la crise de la construction européenne, la crise de l'intégration, c'est un vaste sujet qui a des causes qui sont multiples, des manifestations qui sont multiples. Ce que j'ai plutôt envie de vous proposer, c'est de faire là aussi un pas en arrière et de revenir à des éléments assez fondamentaux dans ce qu'est l'Europe et qui, me semble-t-il, sont problématiques aujourd'hui. Et le « aujourd'hui » est important. Ces deux éléments, c'est des éléments que vous connaissez bien entendu, c'est d'abord l'idée que l'Europe passe par des réalisations concrètes. Vous savez d'où ça vient, cette idée? Je pose la question aux étudiants, bien sûr. Elle vient d'où l'expression « réalisation concrète ». L'Europe ne se fera pas en un jour, ni par un projet d'ensemble, ce n'est pas exactement ça la citation d'ailleurs, mais par des réalisations concrètes. C'est la déclaration Schuman. Donc Schuman dit, voilà, ce n'est pas l'idée d'un plan d'ensemble, c'est faisons les choses concrètement. Je vais revenir sur cette idée, mais c'est la première idée que je voudrais discuter. Et la deuxième idée, là aussi, qui est même inscrite dans les traités, c'est celle d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Ces deux idées, a priori, sauf à être vraiment un nationaliste étroit et borné, mais a priori, ces deux idées auxquelles on peut assez facilement adhérer. Un peu de concret, un peu de résultat, et bon, essayons d'être amis les uns avec les autres. Voilà, ça ne me semble pas être des idées extrêmement problématiques, et c'est même des idées qui sont assez motrices, et je crois qui ont été extrêmement motrices pour la construction européenne. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, elles ont un tout petit peu épuisé leurs effets. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, sans être trop rapide et trop superficiel, mais commençons par l'Europe des réalisations concrètes. Pourquoi ce projet et cette expression dans la bouche de Schuman? C'est d'abord parce qu'on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et il s'agit en fait de contourner en quelque sorte des obstacles, les antagonismes nationaux, mais aussi le rôle des partis politiques dont on se méfie un petit peu, notamment en France où, avant-guerre, on les tient pour responsables, dans les années 30, de l'échec en fait, du système politique français à anticiper, à prévoir et à résister à l'Allemagne. Donc, passer par un modèle d'intégration qui mette l'accent sur le technique, le fonctionnel, c'est vu comme une façon, en réalité, de... Si vous avez deux pays qui ont des antagonismes, eh bien, trouvons une solution qui soit une solution qui mette tout le monde d'accord. Quelle est la meilleure manière de produire tel ou tel résultat, par exemple de la prospérité économique? Donc, le modèle repose sur l'efficacité des processus et les résultats. Et de ce point de vue-là, là aussi, on peut toujours trouver que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais il faut reconnaître que l'Europe a réalisé beaucoup de choses au fil des ans. Et donc, ça s'appuie aussi sur l'idée que ce qui va venir légitimer le projet, ou même pas que le projet d'ailleurs, le processus d'intégration européenne, ce sont les bénéfices qu'il va apporter à ses citoyens. Si vous avez l'Europe, vous avez la paix. Comme citoyen, je suis content. Voyez. Donc, ce sont les résultats qui comptent, plus finalement que le processus lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière assez consciente, et encore une fois, qui produit des effets relativement bénéfiques. Simplement, on peut aussi pointer d'emblée quelques limites, quelques paradoxes. Si l'important, ce sont les réalisations concrètes, on peut se dire que ces réalisations ne passent pas nécessairement par les institutions, à l'époque des communautés, aujourd'hui de l'Union européenne. Vous avez je ne sais pas, mais en tout cas un certain nombre de politiques européennes qui ont rencontré de grands succès, type Airbus, type Arianespace, etc., qui ne passent pas par l'Union européenne.
Si ce qui compte, c'est les réalisations concrètes, alors soyons pragmatiques jusqu'au bout. On n'est pas tenu par un cadre institutionnel ou politique. Deuxième problème, que j'ai indirectement évoqué tout à l'heure en parlant de l'opinion publique, c'est que se passe-t-il quand les résultats ne sont pas au rendez-vous? Automatiquement, vous avez une remise en cause, en fait, du processus d'intégration européenne. Exemple typique, crise économique du début des années 2010, je l'ai dit précédemment, l'adhésion au projet européen est au plus bas. C'est logique, puisque l'Union européenne ne produit pas les résultats qu'on attend d'elle. Et puis plus fondamentalement, ça pose une question de légitimité. On s'appuie sur les résultats, mais finalement, en donnant le sentiment d'exclure en partie les citoyens. Évidemment, ce que je dis là, je le dis à grands traits. Donc on peut dire, oui, mais depuis 1979, précisément, il y a les élections au Parlement européen. Deuxième point, l'union sans cesse plus étroite. Là aussi, je le disais précédemment, c'est une perspective qui est a priori assez louable. Comment ne pas vouloir se rapprocher, faire la paix? La difficulté que pose cet objectif, c'est que précisément, c'est un objectif qui n'est pas très clair, qui est un petit peu fuyant, parce qu'on ne peut jamais vraiment l'atteindre. On ne fixe pas en fait un cap, on fixe vraiment quelque chose qui fuit, plus on s'en approche, plus on s'en éloigne, et ça donne de surcroît le sentiment de quelque chose d'un petit peu inéluctable. C'est inscrit dans les traités qu'il doit y avoir une intégration sans cesse plus étroite. Donc si c'est inéluctable, ce n'est pas un choix. Donc finalement, ça peut donner le sentiment, comme citoyen, qu'on n'est pas là dans le domaine du politique. Le politique, c'est choisir des orientations, se donner un destin. C'est plutôt quelque chose qui devient presque subi. Là aussi, je force un petit peu le trait pour faire comprendre ce que je veux dire, mais je crois, malgré tout, que cette idée, encore une fois, avec laquelle je n'ai pas véritablement de difficulté, mais je crois que cette idée, elle a quand même des limites. Et puis, le problème qu'elle pose aussi, c'est finalement le fait de savoir si on est vraiment bien d'accord sur ce que ça signifie. Et là, on touche évidemment à quelque chose de fondamental. C'est que qu'est-ce qu'on met derrière l'idée d'une intégration toujours plus étroite, concrètement? Est-ce que véritablement on partage bien la même vision de ce que doit être l'intégration européenne? La question est rhétorique. Je pense qu'il est assez clair qu'il y a des visions assez contrastées selon les pays, selon les générations, selon les partis politiques, de ce que doit être l'intégration européenne. Donc, vous voyez, à partir de ces quelques réflexions rapides, mon sentiment, c'est que ces deux mécanismes ont produit de grands effets. L'Europe des réalisations concrètes, la perspective d'une intégration toujours plus étroite, ça a été un élément moteur très important, et si on regarde rétrospectivement et qu'on veut faire l'analyse de ce processus d'intégration jusqu'à aujourd'hui, on doit saluer vraiment l'importance de ces deux mécanismes. Cela étant dit, je crois qu'ils ont un petit peu épuisé leurs effets, qu'on ne sait plus très bien ce qu'ils signifient, et surtout qu'ils ne suffisent pas à donner sens au processus en cours. Donc, je crois que la difficulté aujourd'hui, précisément, c'est de donner un sens à un nouveau cycle de la construction européenne. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une forme de crise de l'intégration. Crise au sens de un tournant, un moment, un basculement, où peut-être il faut trouver un autre sens à la construction européenne, ou, et c'est ce que je dirais en conclusion, la réinscrire dans une histoire. J'avais dit que je parlerais 20 minutes, je vois que ça fait déjà 25 minutes. Je voudrais maintenant, si vous voulez bien, parler de ce que j'entends par crise de la démocratie. Et d'abord, peut-être, pour être clair, revenir sur le concept qu'on a tous entendu, qu'on connaît tous, de déficit démocratique. C'est une expression, on dit parfois une tarte à la crème. L'Union européenne souffrirait d'un déficit démocratique, et en réalité, les réformes des traités, au fil des ans, ont précisément consisté à tenter de résorber ce déficit démocratique, qui est un peu la conséquence de ce dont je parlais précédemment, l'Europe des réalisations concrètes. Donc là aussi, on ne va pas refaire
l'histoire de la construction européenne et des différents traités, ça serait assez fastidieux. Mais de fait, mon sentiment, c'est que ce déficit démocratique, si on analyse les choses relativement froidement, n'existe pas vraiment, hein, où il a été en large mesure comblé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations possibles et des améliorations à apporter. Aujourd'hui même, il y a un vote au Parlement européen d'un rapport de la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, précisément sur la réforme des institutions. J'ai regardé avant de descendre, le vote n'avait pas encore eu lieu, donc je ne peux pas vous dire si le rapport a été adopté ou pas. Je crois qu'il va l'être. Ce rapport d'initiative du Parlement européen fait un certain nombre de propositions qui vont dans le sens d'un autre rapport qui a été publié récemment par le groupe des 12, qui était un comité d'experts franco-allemands qui précisément visait à réfléchir à la réforme des institutions de l'Union européenne dans la perspective de l'élargissement. Mais indépendamment du fait que ces rapports soient adaptés ou pas, si on regarde un peu la mécanique de l'Union européenne, il y a toujours des liens, des mécanismes qui relient les décisions aux citoyens. Donc, encore une fois, techniquement, on ne peut pas véritablement parler d'un déficit démocratique. En tout cas, il n'est pas plus grand, je pense, que pour beaucoup d'institutions nationales. En revanche, il y a peut-être quelque chose qui est plus problématique, c'est une forme de déficit politique. Et c'est là que je vous disais qu'il y avait peut-être une troisième crise, qui ne serait pas simplement une crise institutionnelle, mais qui est plutôt une crise politique. Alors, cette crise, ou ce déficit, disons, politique, c'est un déficit, d'abord, de connaissance. La familiarité qu'on peut avoir comme citoyen vis-à-vis des institutions, des acteurs politiques de l'Union européenne est, somme toute, relativement faible. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est très difficile, là, si on voulait discuter comme ça des prochaines élections, je pense que si on se met à discuter des élections françaises qui auront lieu pas tout de suite, même si on se mettait à discuter des élections américaines, peut-être qu'on aurait des noms en tête, des enjeux, des choses comme ça qu'on pourrait se raconter. Si on parle des prochaines élections au Parlement européen, ça paraît quand même très abstrait. Donc ça, c'est un déficit qui est en partie lié à la complexité de l'Union européenne, peut-être aussi au rôle des médias. Bon, on peut chercher comment dire, des responsables, mais en tout cas, le constat, il est là. C'est aussi le constat, et ça se rejoint, d'un manque d'incarnation de la politique européenne. Elle s'incarne dans très peu de personnalités, et souvent plutôt dans des personnalités nationales. C'est-à-dire qu'on va connaître le nom du chancelier ou de la chancelière allemande, du président français, du président du Conseil italien ou de la présidente du Conseil italien, etc. Bon, la présidente de la Commission européenne, éventuellement, mais vous voyez, la démission de Timmermans, qui était vice-président de la Commission européenne pour rejoindre la politique néerlandaise, bon, je pense que c'est quelque chose qui est important pour les Pays-Bas. Mais d'un point de vue européen, je ne crois pas que ça ait fait la une des médias, en tout cas ça n'a pas fait la une des médias français. Corrigez-moi si ça a été un événement majeur du point de vue de la presse autrichienne. Je ne crois pas, d'accord ? Et si je vous demandais de me dire le nom de son remplaçant, alors il y a peut-être des Néerlandais dans la salle, ou des gens qui connaissent bien la politique néerlandaise, puisque le remplaçant était l'ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais. Je ne vous dirai pas son nom, je ne le connais pas non plus. Voilà, un petit aveu de faiblesse. Donc, vous voyez, mais c'est quand même un vrai problème. Hein, c'est un vrai problème. Et puis, autre chose, peut-être une vraie difficulté à identifier exactement quels sont les enjeux du niveau européen par rapport aux enjeux, finalement, du niveau national. Et là, je crois qu'il y a un paradoxe assez fort, et je le dis pour le coup, vraiment en lien avec les prochaines élections au Parlement européen, c'est qu'on a tendance, lorsque se présentent les élections européennes, à penser aux enjeux liés précisément à l'intégration européenne. Finalement, c'est un peu le défaut de ma présentation de ce soir. C'est-à-dire, il y a les élections européennes, on dit c'est quoi l'intégration européenne ? Alors qu'en réalité, les élections au Parlement européen, elles ne décident pas vraiment du sort institutionnel de l'Europe. Parce que le sort institutionnel de l'Europe, il est entre les mains des États membres. D'accord ? Désolé de faire un tout petit peu de droit, surtout que je ne suis pas juriste, mais s'il doit y avoir une réforme des traités, cette réforme,
elle passe par donc, un document conventionnel, une convention internationale, un traité, qui doit être ratifié au niveau national. D'accord ? Pas au niveau européen. En revanche, l'Union européenne, elle exerce aujourd'hui des compétences extrêmement importantes. Elle a une influence déterminante sur des questions, les questions économiques, les questions environnementales, les questions sociales, sans même parler des questions internationales, qui finalement sont souvent moins discutées au niveau européen, je veux dire par là, qui sont moins discutées au moment des élections au Parlement européen qu'au moment des élections nationales. Vous voyez, il y a une sorte de croisement un peu bizarre, pas bizarre, mais un peu paradoxal. Je crois qu'on devrait, en réalité, alors ce que je dis, je le dis de manière normative, mais en fait, c'est un constat analytique. Si on était logique, on devrait parler de la construction européenne au moment des élections nationales, en tout cas on parlait davantage, et on devrait parler des enjeux socio-économiques au moment des élections européennes. Vous voyez ? Là, encore une fois, je force un peu le trait, mais c'est pour dire qu'il y a un déficit politique, notamment au moment des élections européennes, parce qu'on ne perçoit pas bien, comme citoyen, et beaucoup d'électeurs ne perçoivent pas qu'en réalité, ces élections elles vont être déterminantes pour des questions concrètes, justement, économiques, environnementales. Il y a eu là aussi un vote sur l'utilisation d'herbicides, je crois, récemment au Parlement européen, etc., qui sont des questions qui ont trait à l'environnement et qui finalement ne sont pas toujours tellement identifiées comme relevant du niveau européen. Donc, finalement, ce qu'on peut observer ici, dans cette idée alors je ne sais pas si c'est une crise de la démocratie ou une crise du politique, mais en tout cas, c'est une forme de déconnexion, si vous voulez, entre les mécanismes de participation citoyenne, c'est-à-dire je vais tous les 5 ans voter aux élections européennes, et les processus politiques, les décisions politiques. On ne voit pas très bien le lien entre les deux. Quand je dis « on », je veux dire, comme citoyen, c'est très difficile à percevoir. Alors, simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que cette distance, ce hiatus, il n'est pas forcément propre à l'Europe. Et en réalité, cette crise du politique, c'est aussi une crise du politique qui est aussi très largement nationale. C'est-à-dire qu'on peut faire, dans des modalités différentes, sous des formes différentes, mais un constat un petit peu similaire aujourd'hui dans beaucoup de pays européens et peut-être ailleurs. Et si on doit ensuite parler peut-être de la montée des nationalismes, du populisme, c'est ça aussi. C'est une forme de défiance par rapport aux institutions représentatives qui ont du mal, justement, à incarner un sens politique et dans lesquels les citoyens ont du mal à se sentir représentés. Il y a là aussi certainement beaucoup de causes à cela que je n'ai pas les moyens d'analyser ici, y compris peut-être un changement du rapport au pouvoir. Et là aussi, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les citoyens soient plus informés aujourd'hui, qu'ils développent leur esprit critique et donc acceptent moins finalement de déléguer leur pouvoir à d'autres, c'est pas forcément quelque chose que je vois comme absolument négatif. N'empêche que ça nourrit aussi de la défiance. Et ça, ce délitement, on peut l'observer là aussi sur la baisse de la participation aux élections. C'est pas un phénomène proprement européen, puisque même, je le disais tout à l'heure, la participation a même augmenté il y a 5 ans, il y a 4 ans. Le délitement des partis politiques est aussi un phénomène vraiment très commun aux grandes démocraties aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis le délitement des partis politiques, j'en discutais récemment avec une collègue qui est spécialiste des partis politiques et qui me dit que vraiment, elle est en train de changer d'objet d'étude, parce que ce qu'on observe, ce n'est pas simplement la disparition de tel parti remplacé par tel autre. C'est que vraiment, la structure partisane en tant que telle, comme instrument médiateur des attentes des citoyens, elle est elle-même remise en cause. Parce que les mouvements qui apparaissent aujourd'hui ne sont pas véritablement des partis politiques au sens traditionnel du terme. Je vais m'efforcer de conclure, parce que je crois que j'ai déjà été extrêmement long. J'espère ne pas vous avoir laissé vous assoupir. Ma conclusion, c'est que, à partir de là, est-ce qu'on peut dégager quelques éléments d'analyse qui permettent finalement de considérer autrement, précisément, ce processus de construction européenne. En fait, ce que je veux proposer, c'est
non pas un programme électoral, mais 3 propositions permettant, je crois, de changer en fait la focale avec laquelle on analyse l'Union européenne. Premièrement, j'ai parlé de la légitimité de l'Union européenne comme étant une légitimité souvent fondée sur les résultats. Et c'est encore une proposition qu'on entend très souvent dans le débat politique. Je vous appelle à y être attentif, et vous verrez que dans le débat politique, vous avez souvent des acteurs, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, qui disent « Non, mais ce qui intéresse les citoyens, c'est des résultats, du concret, produire des effets, de la sécurité, produire de la prospérité, voilà, produire un environnement plus agréable, etc. » Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je pense que c'est important. Mais je crois que ça ne doit pas faire qu'on oublie les processus à travers lesquels les citoyens participent. Donc peut-être des simplifications institutionnelles, peut-être une amélioration des procédures électorales. Encore une fois, je n'ai pas de programme, et comme universitaire, j'essaie de m'interdire de venir dire ce qu'il faudrait faire. Alors c'est une facilité aussi que j'adopte ici, c'est de dire je ne vais pas vous dire ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, ne pas se contenter de penser aux résultats, mais aussi au processus politique. Je crois que la légitimité, elle passe des institutions, elle passe aussi par là, et pour le coup, il y a des recherches assez conséquentes qui permettent de le démontrer. Deuxième élément, finalement, c'est un peu la question du rapport à la crise et de la question de la repolitisation de l'Europe, ou de la politisation tout court d'ailleurs de l'Europe. Encore une fois, on observe dans le processus d'intégration européenne une tendance à dépolitiser les enjeux, je l'ai déjà dit, pour précisément contourner certains obstacles. Sauf que ça crée ce manque de sens. Et là, je voudrais citer un philosophe français, Olivier Mongin, qui était le directeur de la revue Esprit, qui a sorti un bouquin récemment sur justement démocratie d'en haut, démocratie d'en bas, et qui écrit, alors la citation elle est un peu complexe, mais elle est néanmoins intéressante, la place impartie au droit, donc au sens d'un élément technique, un élément finalement pacificateur, mais qui exclut un peu le politique, donc la place impartie au droit, alors même qu'il est la cible des illibéraux, et effectivement l'état de droit est une cible, eh bien cette place impartie au droit, elle a un caractère instituant qui ne suffit pas à donner consistance au vouloir vivre ensemble. Donc l'enjeu, c'est bien de donner consistance au vouloir vivre ensemble. Pourquoi est-ce qu'on veut être ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et donc de réinscrire peut-être ce projet dans sa dimension historique. Et troisième proposition, c'est d'accepter, en quelque sorte, qu'il puisse y avoir des désaccords autour de la construction européenne et autour du projet européen. Pour citer à nouveau Mongin, il parle de consensus conflictuel. D'accord ? Consensus conflictuel, alors on peut dire c'est un oxymoron, ça semble totalement contradictoire, et ça l'est en partie. Mais c'est dire, la démocratie, c'est ça. C'est accepter qu'on a des désaccords sur les buts et sur les moyens, et à partir de là, de pouvoir organiser un débat. Or, la tendance quand même assez naturelle en Europe, c'est en quelque sorte à rejeter ceux qui sont critiques de l'Europe comme étant en dehors précisément du jeu européen. Alors, je ne suis pas en train de dire, et j'espère que ma conclusion ne trahira pas ma pensée, que je suis par là en train de chercher à légitimer les mouvements populistes ou anti-européens, mais en tout cas, je dis que les écarter simplement du revers de la main et ne pas se poser la question de la manière de prendre en compte des perspectives qui peuvent être légitimes, ou aussi le fait de dire, et cette fois-ci pour ne pas parler de clivage partisan, mais plutôt de clivage géographique, dire c'est nous, dans telle partie de l'Europe, qui avons la vraie vision de ce qu'est l'Europe, c'est nous les vrais Européens. Et par contre, eux, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la bonne perspective. D'accord ? Ça me semble vraiment problématique. Voilà. Donc, accepter cette dimension de consensus conflictuel. Voilà donc les trois propositions que je fais. Donc encore une fois, c'est des propositions analytiques, ce n'est pas un programme. Et je crois que ces trois propositions, ça fait un bon point de départ pour une discussion sur les élections prochaines au Parlement européen, dont en fait je ne vous ai pas parlé. En tout cas, merci beaucoup, professeur Navarro, pour ce tour d'horizon vraiment
intéressant et complet, je dirais, qui couvrait tellement de sujets où on aura l'occasion de s'échanger certainement avec les participants ici dans la salle tout à l'heure. J'aimerais peut-être commencer avec la discussion à la suite de tous ces sujets que vous nous avez nommés. Je vais vous avouer que quand vous avez proposé le titre, il m'avait interpellée. Je trouvais ça intéressant parce que on parle souvent de crise, de l'intégration, de l'Europe, etc. Mais jamais je n'ai entendu parler de crise de la diplomatie. Peut-être parce que nous sommes ici dans l'Académie diplomatique, mais crise de la diplomatie, en tout cas dans le milieu médiatique, dans les médias ou dans la diplomatie, je n'ai pas encore entendu cela. Est-ce que, de votre point de vue, les diplomaties européennes sont bien armées pour faire face à toutes ces crises actuelles? Est-ce qu'elles ont besoin plus de moyens pour faire face? Parce que je pense aussi comment l'Europe a fait face à l'agression russe. Au niveau diplomatique, il y a eu une unité claire. Des sanctions qui ont été prises, cette unité est toujours là, encore avec tous les États membres de l'Union européenne. Donc, d'après vous, est-ce que les diplomaties nationales sont vraiment bien armées ou ont-elles besoin de plus de moyens pour faire face aux défis futurs? C'est ma première question. Alors, c'est vrai que c'est une dimension que je n'ai pas beaucoup abordée dans ma présentation, hein. Mais certainement, la diplomatie, elle fait partie des mécanismes, hein, qui ont beaucoup contribué à rapprocher finalement les pays européens entre eux, j'allais dire en réarmant, le terme est pour le coup très mal choisi, mais en reconsidérant la manière de constituer nos relations. L'ambition d'une commission géopolitique, elle renvoie aussi à cette idée d'accorder une plus grande place à l'Europe dans le monde. Alors c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé, mais si je rattache ça à ce que j'ai dit dans mon exposé, je dirais que oui, ce qui s'est passé à travers la crise ukrainienne a montré la capacité de réaction de l'Union européenne. Finalement, on est là face à une crise majeure qui a plutôt soudé les Européens. Il y a quelques exceptions, mais globalement, il y a eu un alignement assez fort. Et peut-être, justement, que de quelque chose qui est évidemment dramatique peut naître quelque chose de plus positif, c'est redonner justement un peu un sens historique à l'Europe. C'est-à-dire dire que l'histoire n'est pas finie, hein, et que ça a encore du sens aujourd'hui que de se donner un horizon, par exemple, de paix, de coopération. Alors, ce que vient aussi mettre en cause cet épisode, c'est le périmètre, en réalité, de la construction européenne. Ici, j'entends périmètre même au sens strict géographique, hein, c'est-à-dire avec, par exemple, l'idée d'une communauté politique européenne. On sort justement du cadre de l'Union européenne pour élargir finalement l'horizon ou le penser différemment. Voilà, donc oui, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet. Oui. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la crise de l'intégration, évidemment, et des défis. Et ma question serait, nous avons été confrontés, l'Europe, avec beaucoup de défis, la crise économique, la pandémie, la guerre, mais vous avez, je crois, touché très peu la crise des réfugiés. Est-ce que vous voyez en ce défi peut-être un défi qui va unir finalement un jour l'Europe, parce que par les crises, l'Europe a toujours, a progressé. Et est-ce que la crise des réfugiés va plutôt un jour pouvoir unir l'Europe? Pour l'instant,
Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais comment vous voyez ça? Alors, savoir si elle va unir l'Europe, outre le fait que j'ai pas forcément d'antenne me permettant de dire ce qui va se passer, mais pour l'instant, c'est pas le sentiment que ça donne. Hein, je pense qu'on peut s'accorder assez facilement sur le fait que ça a plutôt creusé les divisions. La question, c'est de savoir ce que je trouve qui est... Alors, excusez-moi, là aussi, je veux être sûr de ne pas me faire mal comprendre, mais parce que j'allais dire, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est avant tout une crise qui est dramatique pour ceux qui la vivent et qui a des conséquences assez désagréables en termes de processus de coopération à l'échelle européenne. Donc, évidemment, ça c'est le préalable. Mais ce que je veux dire intéressant, c'est au sens où précisément elle nous questionne sur ce qu'est l'Europe, son sens et la notion de solidarité en Europe. C'est encore une fois, si on prétend construire une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, bon, bah, il faut mettre quelque chose là derrière. D'accord ? Et il faut être capable de s'accorder sur ce qu'est l'Europe et quel sens ça a. Mais à nouveau, il faut la réinscrire dans une histoire, tout en sachant que ces histoires, elles peuvent être différentes d'un pays à l'autre. C'est ça qui est vraiment difficile. C'est d'arriver à accorder des histoires, par exemple, migratoires, qui sont très différentes. Des pays d'émigration, des pays d'immigration en Europe, des flux, y compris plus récents, de l'Est vers l'Ouest, etc. Et donc comment, à l'intérieur de l'Europe, j'entends, comment est-ce qu'ensuite on peut réconcilier des migrations internationales, cette fois-ci en direction de l'Europe, avec une histoire européenne et un projet politique européen. Là où je suis quand même négatif, c'est que je ne crois pas que qui que ce soit propose quelque chose de cet ordre. Encore une fois, moi je ne fais pas de politique, donc je n'ai pas de proposition et je n'ai rien à dire sur ce que devrait être ce discours. Mais j'ai l'impression qu'on a un discours qui est essentiellement négatif aujourd'hui, et encore une fois qui consiste à vider la question de sa substance, éventuellement même à la repousser, en disant on va, voilà, en établissant des murs, on empêche les migrants de venir, donc la question ne se pose pas. Encore une fois, je ne veux même pas dire qu'il ne faut pas faire de murs. C'est une autre question. Mais c'est plutôt que je ne vois pas véritablement de discours politique aujourd'hui, de projet politique qui intègre cet élément à ce qu'est l'Europe. Très peu, voire pas du tout. Alors qu'effectivement, c'est une grande question de savoir qui est européen, qui n'est pas, comment on le devient, qu'est-ce que veut dire la solidarité, avec qui on est solidaire, comment les Européens entre eux, puisque dans la crise des migrants, il y avait aussi cette question de la solidarité entre pays européens. Est-ce qu'on laisse les pays frontaliers gérer seuls les crises? Comment on les soutient? Voilà. Vous voyez, je ne vois pas émerger un discours qui soit autre que voilà, un discours de court terme ou qui reste encore un peu fonctionnaliste. C'est-à-dire on règle le problème, on pense que les citoyens veulent ceci, veulent cela, donc on va essayer de le régler, mais sans réinscrire ça dans un projet. Ça reviendrait peut-être à ce que vous avez dit dans votre exposé, réalisation concrète, par des étapes concrètes, de trouver une solution et pas d'avoir déjà la solution prête en général. Je voudrais peut-être une troisième question vous poser et après ouvrir la possibilité aux autres de poser aussi des questions sur donc, le sujet. Ma troisième question s'adresserait aux élections européennes en tant que telles. Vous nous avez présenté 3 de vos propositions. Donc, pour les partis politiques, c'est une bonne chose de les intégrer peut-être, ou aussi pour les citoyens. Mais je dirais, vu, disons maintenant, avec une perspective de 6 mois, est-ce que vous étiez assez positive dans la participation des citoyens comme elle se présente maintenant? Est-ce qu'il faudrait augmenter la participation citoyenne? Est-ce qu'il y aurait des initiatives qui pourraient participer à ça? Et peut-être une deuxième question. Quel est l'enjeu majeur que vous voyez ou quel est le sujet majeur d'après vous, maintenant 6 mois en avance, c'est toujours difficile en politique, ça peut se jouer à court terme aussi. Quel est l'enjeu majeur que vous verrez dans les prochaines élections européennes? Oui.
Alors, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, c'est difficile de se projeter parce qu'il peut se passer tellement de choses. Moi, ça fait 25 ans que je m'intéresse à ce sujet. Donc les premières élections qui m'ont vraiment intéressé de près, c'était celle de 99. Et en 99, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois avant les élections européennes, il y a eu la crise au Kosovo, le bombardement de la Serbie par l'OTAN, etc. Et on n'a absolument pas parlé des élections au Parlement européen parce qu'il y avait cette grosse actualité juste 3 mois avant. Donc, je ne sais pas ce qui va. J'espère qu'il n'y aura pas une crise de ce type ou une autre crise ou une crise supplémentaire de ce type dans les prochains mois, mais c'est extrêmement difficile à prévoir. Cela étant dit, ce que ça nous dit, c'est un constat qui est bien établi dans la science politique, c'est que les élections au Parlement européen, on appelle ça dans le jargon des élections de second ordre. C'est-à-dire qu'elles sont avant tout en quelque sorte dépendantes ou soumises aux élections nationales et donc aux élections de premier ordre, qui sont dans la plupart des pays européens les élections législatives. Donc la participation, elle est typiquement plus faible, parce que ça intéresse moins, parce que les enjeux, effectivement, sont moins perceptibles. Et par ailleurs, les élections au Parlement européen, elles sont souvent l'occasion d'envoyer un message politique national. Donc finalement, les citoyens votent moins en fonction des députés qu'ils ont véritablement envie de voir siéger à Bruxelles, puisque de toute façon, souvent, ils pensent que ces députés n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais en fonction de qui est au gouvernement. Et les élections au Parlement européen sont habituellement l'occasion de sanctionner les gouvernements nationaux. Ça, c'est un très récurrent de ce qu'on appelle les élections intermédiaires, et ça ne concerne pas simplement les élections au Parlement européen, mais c'est particulièrement vrai pour ces élections. Donc de ce point de vue-là, le niveau de participation aux élections européennes, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas spectaculairement élevé. Savoir s'il y aura les mêmes mécanismes qui ont pu peut-être jouer en faveur de la participation il y a 5 ans ou pas, c'est difficile à dire. C'est aussi très dépendant des pays, des agendas politiques dans les différents pays. Moi, j'ai travaillé sur ces questions vraiment très précisément de la participation aux élections au Parlement européen, en voyant qu'elle est aussi liée aux calendriers électoraux nationaux. Parce qu'en fait, on a ça qui est assez particulier, c'est qu'on a les élections qui sont à la même date dans 27 pays. En revanche, les élections nationales, locales, régionales, elles ont lieu à des moments très différents. Donc parfois, vous avez une simultanéité, même d'autres élections le même jour que les élections européennes. Dans certains pays, c'est assez systématique. Dans d'autres cas, ce n'est pas du tout le cas. Des fois, vous avez une élection nationale 3 mois avant. Alors à ce moment-là, plus personne ne s'intéresse aux élections européennes dans la foulée. Vous voyez, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui peuvent jouer. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions ou une question à professeur Navarro? Ou réagir. Oui, s'il vous plaît. Attendez, il y a un micro. Il avait été évoqué à un moment pour les élections européennes donc de constituer des circonscriptions transnationales, justement de manière à favoriser justement une meilleure intégration de l'électorat. Est-ce que cette vue a été... Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, professeur? Oui, alors c'est effectivement une proposition qui est présente depuis maintenant pas mal d'années, avec effectivement l'idée que si on avait des listes transnationales, ça permettrait de mieux identifier finalement des acteurs politiques au niveau européen, et puis peut-être de faire naître des débats européens. Ça se heurte en fait à des difficultés, alors qui sont des difficultés qui peuvent apparaître comme techniques, mais qui ont un sens politique aussi. Les modes de scrutin, déjà aujourd'hui, les modes de scrutin ne sont pas exactement les mêmes dans les différents pays européens. Ça fait naître aussi des craintes sur qui siégerait sur ces listes. Est-ce que du coup, ça serait les grands pays qui seraient avantagés parce qu'on mettrait des candidats des grands pays? Donc il y a tout un tas de formules qui existent, qui ont été proposées, qui viendraient assurer que, par exemple, il doit y avoir une représentation de tous les pays sur les listes, etc. Bon, c'est toujours difficile d'imaginer ce qui se passerait si, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. A priori, c'est vrai que ce type de mécanisme devrait effectivement permettre de mieux identifier des enjeux et des acteurs politiques. La question aussi qui se pose derrière, je crois, c'est la question de
de la communication entre les acteurs politiques et les institutions et les citoyens. C'est aussi, alors c'est une question un peu pragmatique, mais puisque j'ai l'honneur et le plaisir d'être ici à Vienne et de m'exprimer en français, de savoir finalement comment est-ce qu'on fait campagne dans 27 pays quand on parle 2, 3, allez, 4 langues si on est un peu doué, mais vous voyez, et est-ce que la manière de communiquer et de se sentir représenté, c'est la même quand j'entends quelqu'un dont je comprends directement ce qu'il essaie de me dire, ou lorsque je dois passer par un interprète, voilà. Donc je ne crois pas que ce que je veux dire, c'est que ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais oui, c'est une idée effectivement qui est intéressante. Alors à mon avis, juste puisque vous me lancez sur les questions un peu institutionnelles, là je suis intarissable sur le sujet, mais je crois qu'il faut aussi penser l'architecture globale, c'est-à-dire que, bon, pour le dire en 2 mots, l'Union européenne n'a pas été pensée initialement comme un système parlementaire. Même si, globalement, en Europe, on a des systèmes parlementaires, alors il faut mettre la France à part, mais si vous enlevez la France, aujourd'hui dans l'Union européenne, dans la plupart des pays, on élit un parlement et il y a une majorité qui se constitue à travers les élections et des coalitions et qui conduit à la formation d'un gouvernement. Pour les Autrichiens dans la salle, je dis rien d'original. En Europe, au départ, ça n'a pas été pensé comme ça. Et progressivement, on a un petit peu évolué dans ce sens, de dire il faut tenir compte du résultat des élections européennes pour la constitution de la Commission européenne, mais sans vraiment aller jusqu'au bout du processus. Et donc, on est un peu dans un entre-deux. Et donc, à mon avis, la question de l'élection du Parlement européen, c'est une question qui est extrêmement importante, mais qui voilà, ne résout pas complètement le problème. C'est-à-dire, concrètement, est-ce qu'on veut aller vers un système parlementaire ? Et c'est vrai que c'est une idée qui est dans l'air du temps à un moment donné. En gros, c'est le modèle allemand, quoi. Vous avez une chambre haute, une chambre basse, le Bundestag, c'est le Parlement européen, le Bundesrat, c'est le Conseil, et puis vous avez un gouvernement. Bon. Je ne suis pas sûr, en fait, que d'une part les esprits soient prêts à ce genre de modèle, et surtout que ce modèle soit accepté et compris partout. Là, je dis comme français, c'est un modèle qui n'est pas facilement compréhensible. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question ? Oui, s'il vous plaît. J'aurais 2 questions. Tout d'abord, que signifie réinscrire le processus dans sa dimension historique ? C'est ce que tu avais proposé pour repolitiser l'Europe. Et deuxième question, j'étais très frappé par cette formule parlons Europe aux élections nationales et parlons aux élections nationales et parlons sujet socio-économique aux élections européennes. Est-ce que, quant aux élections européennes, ce n'est pas déjà le cas ? Aujourd'hui, vient d'être publié un sondage fait en France pour le quotidien Les Échos et Radio Classique. Quand on voit la liste des enjeux, eh bien, ce sont exactement les enjeux sociopolitiques. Or, il y a peut-être une nuance que tu voudrais apporter pour faire la différence des choses, parce qu'évidemment, tu pars d'un diagnostic plutôt sceptique. Merci pour ces deux excellentes questions. D'abord, la question de la réhistoricisation, bon, c'est un vaste sujet, mais disons, c'est surtout le constat qu'il y a une tendance dans le processus de construction européenne à évacuer la dimension historique au sens où, finalement, les processus dans lesquels les sociétés s'inscrivent ne sont pas tellement pris en compte dans la constitution justement des institutions européennes. C'était aussi une idée qui était formulée notamment par Habermas à une époque, ça reste peut-être d'ailleurs, il est âgé maintenant, mais c'était de dire, voilà, l'idée de passer par le niveau de la Constitution, et finalement, ensuite, c'est la Constitution qui constitue la communauté, finalement. La Constitution au sens de texte politique, quoi, et qui va créer ensuite la communauté des citoyens, qui se reconnaissent dans une Constitution. Or, le vivre ensemble, c'est aussi quelque chose qui vient de perceptions préalables, en quelque sorte.
D'accord. Et donc réinscrire dans une histoire, c'est aussi réinscrire dans des histoires, si on parle de l'Europe, dans des histoires nationales, qui parfois sont des histoires de conflits, mais être capable de penser cette histoire comme ayant un sens commun. Donc en gros, c'est revenir à des choses qui, par ailleurs, ne sont pas non plus totalement extraordinaires. Hein. C'est se dire qu'il y a un destin commun des Européens. Il y a des choses qui ont été initiées là-dedans, notamment au niveau du franco-allemand. Hein. La constitution, par exemple, de manuels scolaires franco-allemands. Je pense que là, je parle de sujets qui ne sont pas totalement inconnus. Voilà, la question de la mémoire. Mais à l'inverse, j'essaie d'illustrer en fait le propos plus que de le qualifier techniquement. Si vous prenez les billets de banque, les euros, voyez, vous avez l'exemple quand même de quelque chose qui est extrêmement désincarné. Pourquoi cette désincarnation? Parce qu'on ne veut surtout pas pouvoir identifier un monument qui serait situé. C'est quand même assez absurde. Quand vous voyez la France et l'Italie qui s'écharpent pour savoir si de Vinci c'est la France ou l'Italie qui doit en organiser la célébration de la mémoire, on pourrait dire ça c'est l'histoire européenne, typiquement. Voyez. Donc il y a quand même des éléments comme ça qui sont évacués au profit d'une idée assez abstraite finalement d'un droit européen, d'un droit communautaire. Techniquement, c'est des règles de droit qui vont solutionner tous les problèmes. La deuxième question, c'était sur effectivement le croisement entre parler de l'Europe au niveau national et des enjeux socio-économiques, disons, au niveau européen. Alors, je suis même totalement d'accord sur le fait que quand on interroge aujourd'hui les citoyens sur quels sont les principaux enjeux à venir, effectivement, c'est frappant de voir que ce sont, des questions d'économie aujourd'hui. Je crois que j'ai regardé le même sondage en fait aujourd'hui. Donc effectivement, c'était l'inflation, le pouvoir d'achat, la prospérité économique, l'environnement est bien placé, c'est pas très surprenant. On retrouve évidemment des questions comme l'immigration. Voilà. Après, bon, la question c'est de savoir si véritablement ça s'incarne dans des projets politiques et dans des projets politiques qui ont véritablement une dimension européenne. Encore une fois, alors là peut-être que je parle plus à partir de mon prisme français, parce qu'évidemment je suis beaucoup plus les débats en France que dans d'autres pays européens. Est-ce que véritablement il va y avoir un débat dans les prochains mois sur quelle devrait être la politique économique de l'Europe? J'en suis pas si sûr. D'accord ? Ça va plutôt être l'occasion peut-être de revenir sur des questions effectivement de pouvoir d'achat ou économique, ou par exemple en France, la réforme des retraites qui a beaucoup échauffé les esprits les derniers mois, les dernières années, plus que de véritablement se dire quel serait un projet européen, je ne sais pas moi, de solidarité au niveau des retraites. Vous voyez, ça pourrait être un sujet intéressant. Mais voilà, donc je pense que les antagonismes, parce que finalement c'est de ça dont on parle quand on parle des élections, c'est quelles sont les propositions qui sont faites par les partis politiques et auxquelles les citoyens peuvent s'identifier. Est-ce que ces propositions seront véritablement porteuses de projets européens, encore une fois, non pas il faut faire telle ou telle réforme, mais quelle politique monétaire, quelle politique migratoire en Europe, je suis très dubitatif là-dessus. Mais ce qui ne veut pas dire que la demande du côté des citoyens n'existe pas. Merci. Y a-t-il encore une question? Oui, s'il vous plaît. Encore une question, excusez-moi. Concernant l'élargissement, à mon avis, de mon point de vue, merci. Je pense que c'est un sujet qui va vraiment s'imposer durant cette campagne. Et là, pour le coup, si vous me permettez, on a vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion entre les citoyens et les institutions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les institutions et le Conseil qui vont décider si oui ou non on élargit l'Union européenne, alors que les citoyens n'auront pas été, au bout du compte, consultés. Alors que c'est quand même quelque chose de très important, voire d'existentiel pour l'Union européenne. Oui, cette question, on ne l'a pas assez abordée. Et elle m'était aussi venue. Je l'aurais posée en finale. Mais merci à monsieur. Voilà. Oui, merci pour votre question, même si c'est une question difficile. Mais alors, j'essaie là aussi de rattacher à ce que j'ai pu dire précédemment, à la fois par souci de cohérence, mais aussi parce que j'espère que ce que j'ai dit permet de réfléchir à ces questions. La question de l'élargissement, c'est effectivement une question importante parce qu'elle renvoie là au nouveau à c'est quoi l'Europe en fait.
Et à nouveau, je ne suis pas sûr qu'on se soit suffisamment posé cette question, ou qu'on l'ait posée, ou qu'il y ait des propositions là-dessus. Et ça renvoie aussi à la question de l'historicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, on refuse ce débat, là où je vous rejoins pleinement, c'est quand vous dites qu'il y a une déconnexion. Il y a plus qu'une déconnexion, il y a même une forme de refus du débat. Là aussi, en transformant, et ça renvoie très directement à la précédente question quand on y réfléchit, en transformant des décisions politiques en décisions techniques. Vous savez, cette histoire de on demande à la Commission de rendre un avis sur est-ce que les États sont prêts ou pas à être reconnus comme États entrant dans le processus d'adhésion, et puis ensuite il y a des chapitres. Bon, alors tout ça, ça a été un petit peu révisé, mais comme si voilà, c'était effectivement une question technique d'adhérer ou pas à l'Union européenne. Là, on a vraiment une belle illustration de tout ce dont j'ai parlé. C'est l'absence d'un vrai débat politique, de se dire, est-ce que, je ne sais pas si on prend l'Ukraine, il y a la question technique, évidemment, mais au-delà de la question technique, est-ce que on se sent solidaire des Ukrainiens, on pense qu'on a un destin à partager avec eux? Voilà, ça c'est une vraie question. Ensuite, savoir si techniquement, aujourd'hui, la guerre fait obstacle ou pas à ce qu'on ouvre des négociations d'adhésion. Je ne veux pas dire que c'est secondaire, parce que certainement c'est très important, et notamment pour les Ukrainiens, mais je pense que c'est une mauvaise manière d'aborder la question. Là, je pense que c'est ça vraiment le problème. C'est chaque fois qu'il y a ce genre de difficulté, c'est de renvoyer à des contraintes juridiques et à des processus qui sont techniques. On ne va pas assumer de prendre une position. Et franchement, là aussi, je préfère préciser que je parle plutôt avec un prisme français et ma connaissance des enjeux français. J'ai pas vraiment vu. On sait que les Français sont très rétifs par rapport aux élargissements. Ça, voilà, on le sait, sondage après sondage. Mais au-delà de ça, il n'y a pas un vrai débat en France. Je connais personne en fait qui propose véritablement, qui disent bon ben voilà, ouvrons cette perspective parce qu'on a envie de partager un destin avec des Ukrainiens. Personne ne propose ça aujourd'hui, véritablement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des partis politiques qui sont prêts à l'accepter. C'est autre chose. Mais qui sont prêts à l'assumer comme un projet politique, je ne vois pas. Et vraiment, il est là le déficit politique. C'est qu'on ne peut même pas dire je suis pour ou je suis contre, puisque de toute façon, il n'y a pas de débat. Alors après, bon, voilà, on va dire qu'on est contre par principe, mais il n'y a pas véritablement d'offres politiques qui viennent organiser un débat autour de ces questions. Peut-être que ce débat va s'accélérer avec le prochain Conseil européen où les chefs d'État vont devoir vraiment en discuter et que ça peut-être aura un effet après sur les discussions qui vont venir les mois prochains. Parce que, bon, aussi la géographie, je suppose, joue un rôle dans la différence de la perception des citoyens, si on est plus proche ou non d'un pays voisin qui voudrait adhérer ou non. Cela dit, je suis complètement d'accord avec ça, le fait que la géographie joue un rôle très grand, mais là aussi c'est peut-être un mérite, je mets beaucoup de guillemets voilà, autour de ce terme de la crise ukrainienne, ou de la guerre en Ukraine, c'est que pour le coup ça a quand même fait percevoir aussi aux citoyens de l'Ouest que voilà, l'environnement européen n'était pas toujours très amical et qu'il y avait des menaces finalement qui nous paraissaient, à nouveau je parle comme français, très éloignées et qui en réalité sont des menaces qui ont une dimension réelle. Cela étant dit, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit avant, c'est au moment des élections nationales qu'on devrait parler des élargissements, notamment, aussi au moment des élections européennes, mais ça pourrait être aussi un enjeu de politique nationale. Est-ce qu'on est prêt à accepter, ou est-ce qu'on veut, pas simplement accepter, mais est-ce qu'on veut d'un élargissement ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je vois une dame dans la dernière rangée. Alors, merci beaucoup, Monsieur Navarro, pour vos explications et prévisions enrichissantes. Ma question serait, que pensez-vous du pouvoir et aussi de l'influence de l'UE en matière de réglementation et régulation au niveau international ? Parce qu'on entend parfois parler de l'UE comme d'une superpuissance réglementaire mondiale et aussi quelle influence pourrait avoir, selon vous, les élections sur ce point. Merci. Merci à vous pour cette excellente question.
Alors, c'est vrai que l'UE a un rôle très grand, elle a un poids réel, notamment parce que c'est un acteur économique de taille, et donc elle est capable, dans des négociations notamment commerciales, d'imposer en quelque sorte, alors pas toujours, mais en partie ces normes. Ça se voit déjà dans l'environnement immédiat. Vous avez beaucoup de pays qui, sans être membres de l'Union européenne, adhèrent aux normes de l'Union européenne, alors qu'ils peuvent être membres, par exemple, comme la Norvège, de l'espace économique européen, etc., parce qu'il y a un intérêt très grand, ou la Suisse aussi, qui a tout un tas d'accords bilatéraux. Donc ça participe finalement alors, excusez-moi, je vais parler anglais, mais du soft power de l'Union européenne, ce qu'on appelle une puissance normative. Ce qui est, là aussi, ce qui m'interpelle, pour ramener cette question à la question politique, c'est d'une part que cette influence réelle, concrète, elle n'est pas forcément perçue des citoyens. Bon, c'est pas très surprenant, mais c'est vrai que les Européens n'ont pas forcément conscience du fait que, voilà, on a souvent l'impression qu'au contraire, on nous impose des normes, qu'il y a des normes environnementales qui sont à la baisse, etc. Et c'est vrai, je vais y revenir, que la mondialisation, elle peut avoir des effets qui ne sont pas très positifs, mais voilà, il y a aussi ce processus inverse qui n'est pas toujours très perceptible. Ensuite, ce que votre question me suggère, c'est quand même un débat qui est pour le coup très important et très intéressant, justement sur le plan de l'organisation du commerce international et sur le plan de ce qu'est l'Union européenne et aussi des critiques et des réticences qu'elle suscite en interne. C'est finalement dans quelle mesure est-ce qu'on accepte parfois d'importer des produits dont les conditions de production ne respecteraient pas les normes européennes. Et dans quelle mesure les questions stratégiques sont intégrées aux réflexions sur le commerce international. Donc concrètement, ça veut dire, est-ce que lorsque on fait du commerce, on se limite à considérer l'intérêt économique, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, Ricardo, voilà, les bénéfices du commerce international, parce qu'on a des moyens de production qui sont plus efficaces dans tel pays plutôt que dans tel autre. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir est-ce que ça nous rend dépendants des autres ? Est-ce qu'on est prêt à finalement créer des conditions de concurrence qui sont parfois extrêmement problématiques ? Je pense notamment aux questions agricoles, où on va avoir des normes environnementales, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais qui ont des standards relativement élevés en Europe. Si ensuite les consommateurs, de toute façon, trouvent dans leurs magasins des produits moins chers, importés, qui ne respectent pas ces normes environnementales, voilà, on peut se poser la question du sens que ça a. Et là, pareil, c'est un débat, je trouve, qui pourrait avoir une place plus grande dans la perspective des élections au Parlement européen. Parce que pour le coup, on parle là d'une vraie... Vous voyez, j'avais évoqué les enjeux socio-économiques, de solidarité, etc. Je n'avais pas évoqué cet enjeu, alors que là, pour le coup, c'est une vraie compétence de l'Union européenne, le commerce international. C'est une compétence propre de l'Union européenne et qui a des répercussions très concrètes sur les économies, au sens de l'économie, le fonctionnement de l'économie, pour les consommateurs, pour les industriels, etc. etc. Donc voilà, là aussi, je pense qu'il y a un débat qui peine à se structurer, alors qu'il y a à l'évidence des conceptions très différentes, à la fois entre les pays. On l'a vu au moment de la crise de la Covid, de se dire mais en fait on est dépendant, y compris sur des trucs comme les masques. Les masques là, on n'était pas capable en Europe de les produire. Voilà. Donc est-ce qu'on doit s'organiser pour pouvoir avoir une forme d'autonomie ? On peut aller jusqu'à penser une Europe autosuffisante et purement protectionniste. Je ne crois pas que qui que ce soit propose ça aujourd'hui. Mais en tout cas, réfléchir quand même à ces enjeux stratégiques, ça peut faire partie des choses qui feraient sens et qui donneraient du sens et qui offriraient une perspective au moment des élections européennes. On n'a pas touché le sujet d'énergie non plus, de réduire la dépendance énergétique, par exemple, et plein de sujets. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions encore que vous aimeriez poser, profiter de cette occasion en français ? Non ? Bon, si ce n'est pas le cas, je
dirais, nous allons terminer cette conférence. Merci beaucoup, professeur Navarro. Merci à vous et merci pour les questions. J'aimerais juste mentionner que cette conférence a été également soutenue par l'OIF. Donc le but était aussi de donner l'occasion ici à l'Académie diplomatique l'occasion de donner des conférences en français. Nous donnons des cours en français, mais aussi des conférences. Donc, je voulais aussi mentionner l'OIF à cette occasion. Et évidemment, vous rappeler à tous et à toutes de suivre votre devoir civique en juin prochain et d'aller voter, surtout aussi pour les élections européennes. Voilà. Merci beaucoup à tous, aussi à ceux qui sont en ligne, et bonne soirée encore. Merci, professeur. Merci. Merci.